BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui eux aussi vont tenir le même discours. Et vous savez qu'aujourd'hui, ils négocient entre eux la création d'un fonds monétaire international à eux et d'une banque mondiale à eux. Bref, on arrive à la fin des années 2000, 2010, 2011. Entre-temps, Pascal Lamy est devenu directeur général de l'OMC. Les multinationales savent récompenser leurs serviteurs. Et qu'est-ce qu'il est bien obligé de faire? L'échec du programme de Doha. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'échec du programme de Doha? Ça veut dire qu'il y a une grande partie de la planète qui n'obéit plus à l'Occident. C'est ça que ça veut dire. Nos anciennes colonies en ont marre du post-colonialisme où on continue de les exploiter comme avant. Mais ça, mes amis, c'est intolérable. Comment donc ils osent ne plus nous obéir? Ils s'opposent à nos exigences. Mais c'est tout à fait inadmissible. Vous comprenez bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à l'initiative du gouvernement des États-Unis, on décide d'abord en 2011 de lancer une négociation pour un partenariat transpacifique. Les États-Unis plus un certain nombre de pays d'Asie comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud. Et puis en 2013, donc l'an passé, le 1er février, un personnage issu de la démocratie, comme vous savez, Monsieur Van Rompuy, président du Conseil européen, et son acolyte, Monsieur Barroso, président de la Commission européenne, signe avec le président des États-Unis un engagement d'entamer des négociations. Alors, ça s'était passé comment? Comment sont-ils arrivés à signer cet engagement? D'abord, M. Obama avait lancé cette négociation transpacifique, et au même moment, les trois, donc en 2011, avaient décidé de demander à un groupe d'experts de faire une étude pour montrer que si on fait un marché unique Europe-États-Unis, ça va créer de la croissance et ça va créer des emplois. Et donc, ils ont constitué un groupe d'experts de haut niveau. Du coup, je me suis dit, tiens, y aurait-il des experts de bas niveau? Et on leur a donné 2 ans pour faire cette étude. Moi, je vous avoue, j'avais très peur. Je suis assez calé dans tout ce qui est juridique, dans tout ce qui est institutionnel, mais dès qu'il y a des chiffres, ça va mal. Je me dis, on va avoir un machin comme ça, plein de diagrammes, avec des formules algébriques et tout ça. Oui, oui, oui. 2 ans plus tard, le 11 février 2013, le groupe d'experts de haut niveau remet son rapport à M. Obama, Van Rompuy et Barroso. Le voilà. Il fait 6 pages. 6 pages. 6 pages, c'est évidemment en anglais. Hein. Final Report, High Level Working Group, donc groupe de travail de haut niveau, on Jobs and Growth, donc sur des emplois et sur la croissance. Les 5 premières pages, c'est un résumé de la table des matières des accords de l'Organisation mondiale du commerce. La 6e page, c'est l'énumération d'affirmations que si on fait un grand marché, ça nécessairement créera des emplois et de la croissance. Comme d'ailleurs, M. Delors nous avait dit en 1986, si on passe du marché commun au marché unique, eh bien, ça va créer des emplois et de la croissance. On attend toujours de les voir. Et donc, le 11 février 2013, ils adoptent ce document faramineux et on décide donc d'entamer des négociations. Comment ça se passe? Alors, voilà quelle est la procédure. Vous savez que depuis le traité de Lisbonne, donc ce traité qu'on nous a imposé après que les peuples de France et des Pays-Bas aient rejeté le traité constitutionnel, alors que c'est un copier-coller du premier, on a divisé les traités en 2. Il y a un traité sur l'Union européenne, TUE, TU si vous préférez, et un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Donc on a dans l'article 207 du TFUE l'explication, j'en ai fait un résumé commenté, parce que le texte est très long, mais c'est un article très important. C'est l'article qui est en train de régir ce qui se passe.
Donc, comment ça se passe? Alors, il faut que je vous rappelle un principe cardinal du fonctionnement des institutions européennes. La Commission propose, le Conseil des ministres, c'est-à-dire le lieu où se retrouvent aujourd'hui les 28 États, les 28 gouvernements, le Conseil des ministres décide et la Commission exécute. Donc, c'est la Commission qui propose ce qu'elle va exécuter, ce qui est déjà assez intéressant. Bon, donc la Commission fait des recommandations pour rédiger le mandat de négociation. Alors maintenant, on a la possibilité, c'est un petit progrès, de poser des questions à la Commission européenne. Et donc on lui a demandé, mais comment vous avez fait pour préparer le mandat de négociation? Et elle a été obligée de reconnaître qu'elle a tenu 119 réunions avec les sympathiques organisations humanitaires du Conseil économique transatlantique, donc avec le monde des affaires et de la finance. 119 sur 130. Les 11 autres, c'est avec les syndicats, les organisations de défense des consommateurs et les organisations de défense de l'environnement. Vous voyez, d'un côté 11, de l'autre côté 119. Et puis, il vient un jour où le document, il est envoyé au Conseil des ministres. Bon, il a été envoyé aux États entre-temps, qui en ont discuté chacun chez eux, dans leur capitale. Ils ont tenu à Bruxelles des réunions informelles pour échanger des idées. Mais bref, il se trouve un jour que le Conseil des ministres, en l'occurrence les ministres du commerce, se réunit à Bruxelles et décide. Et quand il a décidé, quand il a accepté le texte des propositions, même qu'il les a modifiées, on verra qu'il y en a une de modification, ça devient le mandat de négociation. Mais vous allez voir, le mandat de négociation ne concerne pas des discussions sur le prix du quintal de blé ou la tonne de beurre. Non, il s'agit de bien autre chose. Il s'agit de choix de société fondamentaux. Or, dans aucun des 28 pays de l'Union européenne, on a vu les dirigeants en parler à l'opinion publique, notamment à l'occasion d'élections. En France, nous avons eu l'élection pour le président de la République en 2012. On n'a pas vu le candidat Sarkozy et on n'a pas entendu le candidat Hollande dire moi, président, je proposerai des négociations avec les États-Unis. Quand en France encore, excusez-moi, je parle de ce que je connais le mieux, le Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter le programme de son gouvernement. Il n'a pas dit « Mon gouvernement soutiendra à Bruxelles la décision de commencer des négociations en vue d'un marché unique avec les États-Unis ». Ils n'ont rien dit. Et ça a été pareil ici, et ça a été pareil aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne. On nous a mis à l'écart de quelque chose qui nous concerne au premier chef. Et ils ont donc adopté un mandat sans avoir de mandat pour le faire. Alors le mandat, le voilà. Ceci est le document officiel adopté le 14 juin 2013 à Bruxelles. Vous voyez, c'est barré Trade Sensitive et au-dessus c'est marqué Restricted, donc c'est circulation limitée. Ça veut dire quoi? Ce document est secret et n'existe officiellement qu'en anglais. À ce jour, au moment où je vous parle, aucun gouvernement, ni la Commission européenne, n'ont rendu ce document public. Je l'ai parce que je travaille depuis plus de 20 ans sur les sujets européens, que j'ai des contacts et que heureusement, il y a dans les institutions européennes des fonctionnaires qui ont un autre sens de la démocratie que nos dirigeants et qui, vu la gravité de ce qui se trouve là-dedans, ont estimé qu'il fallait organiser des fuites. C'était important et je suis heureux d'avoir été le bénéficiaire de ces fuites 10 jours après l'adoption du document. Moi, je l'ai reçu le 24 juin. Mais c'était pas fini. Il fallait encore lire ça. Alors, je maîtrise parfaitement l'anglais. J'ai travaillé des années et des années pour l'ONU en anglais. Mais c'est pas de l'anglais de l'homme de la rue de Londres, ni de même de l'université d'Oxford ou de Cambridge. C'est de l'anglais de l'OMC.
c'est qui est le plus tordu des Anglais, puisque les mots ne disent plus la même chose que ce qu'ils disent. Vous avez par exemple le mot discipline. Ah, discipline, pour nous, c'est être obéissant. Hein, bien aligné en... Hein, ah, ben non, non, non. Dans le langage de l'OMC, le mot discipline, ça veut dire inventaire de mesures inutilement excessives qui contrarient la concurrence. C'est ça, discipline. Vous voyez, donc il faut s'y faire. Hein. C'est bon. Donc, ben moi j'ai estimé une chose, c'est qu'il fallait briser le secret. Alors pourquoi ce document est-il secret? Officiellement, la Commission européenne, les gouvernements et les journalistes qui suivent les gouvernements, ils nous disent « Oui, mais parce qu'il faut que les États-Unis sachent pas ce que nous voulons. » Tu parles. D'abord, est-ce que nous voulons quelque chose de différent des États-Unis? Parce que qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Mais ce que veulent les 119 réunions avec le monde des affaires et de la finance. En France, on parle souvent des entreprises du CAC 40. Celles qui ont tout un siège aux États-Unis. Un jour, au moment du débat, donc comme tout à l'heure quand j'aurai fini de bavarder, il y a quelqu'un qui a posé, ce soir c'est ma 95e conférence sur le sujet. Il y a quelqu'un qui a posé la question la plus intelligente que j'ai jamais entendue. Êtes-vous sûr qu'ils négocient? Puisqu'ils poursuivent les mêmes intérêts. Ceux des multinationales. Secret, c'est pas parce que il faut pas que les États-Unis sachent. En plus, vous vous souvenez, quand les négociations commencent, et elles commencent le 8 juillet de l'an passé, ben nous apprenons que la NSA, National Security Agency, une des 3 grandes agences de renseignement américains, espionne nos ambassades à Washington et les bureaux de la Commission européenne à Bruxelles. Ils savent. Ils savent. C'est pas le problème que les Américains sachent ou sachent pas. C'est le problème que nous ne sachions pas. S'il y a secret, et ça dure. Regardez, ça dure depuis plus d'1 an. Alors qu'ils savent maintenant qu'on a traduit, qu'il y a eu des fuites. Et qu'ils ne peuvent pas démentir que les fuites et les traductions sont correctes et conformes. Ils ne veulent pas. Parce que s'ils publiaient officiellement le document, ils reconnaîtraient ce qu'ils poursuivent comme intérêt, que je vais vous montrer maintenant. Et donc, moi, je me suis dit, un devoir citoyen, puisque j'ai la chance d'avoir un exemplaire, c'est de traduire et de faire connaître. C'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps parce que c'était effectivement pas facile, et je me suis aidé d'autres traductions. On a été 4 ou 5 à traduire, et puis je me suis dit, ben il faut traduire, mais il faut aussi expliquer, parce que il y a que 46 articles, mais c'est du condensé. Et donc j'ai commis un petit bouquin avec la complicité d'un petit éditeur de mon coin. J'habite les Pyrénées-Orientales, donc Perpignan, qui est un militant à qui j'ai imposé une condition. Parce qu'à Perpignan, on est à côté de l'Espagne. Tu fais pas imprimer en Espagne. Parce que tu vas pas faire des sous sur les salaires médiocres des ouvriers espagnols. Donc, tu imprimes en France. Et donc, comme c'est un militant aussi, donc c'est un homme d'affaires dont l'obsession n'est pas le profit, eh bien, il a accepté de sortir ceci au prix coûtant. 5 €. C'est à votre disposition, il y en a là tout à l'heure. Et pour ceux qui aiment ça, je veux bien faire une dédicace. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les 46 articles et chaque fois un commentaire après chaque article. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Bon. Alors, j'ai fini? Non, j'ai pas fini. Ah oui. Une fois que les gouvernements ont donné le feu vert. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, c'est dans le texte, la Commission est le négociateur unique. C'est qui? Ben, vous le connaissez, hein? Il est belge. Karel de Gucht. Il est même, mais il a un truc que je dis à mes amis français quand je fais des conférences en France, il a un truc qui est français. Il est un peu comme Cahuzac. Il est poursuivi pour fraude fiscale dans son pays. Il y a aussi une internationale des voyous. Bon, mais Karel de Gucht, c'est surtout un libéral. Un ultra-libéral. Alors ça fait toujours rire parce que en France, on le connaît pas. Hein. On le connaît pas du tout.
Et donc, pour expliquer son profil politique, j'explique à mes amis français que, imaginez qu'un soir, après un sommet international, Margaret Thatcher et Ronald Reagan aient passé le reste de la soirée ensemble. Ça a donné Karel de Gucht. Et puis maintenant, vous savez, il va pas être commissaire européen, hein, il va plus l'être. Le 31 octobre, c'est fini. Hein, il va s'occuper de ses problèmes avec la justice. Mais il est remplacé par sa sœur. Alors c'est un nom épouvantable à prononcer. C'est un nom suédois. Elle s'appelle, attendez parce qu'il faut que je me prépare, je me malaxe la bouche, Madame Malmröm. Et elle appartient à la même famille politique, le Parti libéral européen. Bon, voilà. Donc on va pas avoir mieux, hein, d'autant qu'en plus le président de la commission est un luxembourgeois, hein, comme vous le savez, l'homme qui a géré la crise de l'euro de la manière dont on le sait. Et puis moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces gangsters que sont les luxembourgeois, parce que dans toute l'Europe où on est 525 millions, ils sont 300 000, et depuis 60 ans, ils ont toujours réussi à 300 000 à empêcher une Europe fiscale qui aurait permis une Europe sociale. Ils sont forts quand même, hein. Donc il faut se méfier de Juncker. Bon, donc c'est la Commission qui négocie. Alors moi je ne sais pas comment se comporte le gouvernement belge par rapport à cette négociation. Mais en France, ils aiment beaucoup l'enfumage. C'est ce qui m'amène à dire qu'il faut toujours, mais sous toutes les latitudes, se méfier de ce que dit un gouvernement. C'est une condition de santé mentale citoyenne. Méfions-nous du pouvoir quand il s'exprime. On s'en portera beaucoup mieux. Il faut jamais les prendre pour argent comptant ce que les gens de pouvoir disent. Parce que en France, au mois de novembre de l'an passé, du cabinet de Madame, vous ne la connaissez pas, elle n'est d'ailleurs plus là maintenant, la ministre du Commerce, c'était Madame Bric. Mais du cabinet de Madame Bric venait dans les rédactions des journaux du fouilletage qui consistait à dire on ne sait pas ce qui se passe. C'est à Bruxelles, c'est à Washington, on n'a pas les documents. Et il y avait toujours de bons serviteurs journalistes pour répercuter ce genre de mensonges. Parce que l'article 207 du TFUE, il le dit, les négociateurs, donc toute l'équipe qui est autour de Karel de Gucht, ils sont accompagnés d'un comité qu'on appelle le comité 207, puisque c'est créé par ce numéro-là de l'article. Et qui a là-dedans, eh bien, des représentants de chacun des États. Alors, je vous explique comment se passent les négociations. C'est une semaine à Bruxelles et le mois suivant, une semaine à Washington.